Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, quand on va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture pop, la culture BD par leur travail. Vous le savez, enfin j'espère que vous le savez, en fin d'année, on profite toujours justement du passage d'un nouveau chiffre calendaire pour aller rencontrer quelques éditeurs qu'on aime bien et aller leur poser des questions pour faire un petit peu le bilan des 12 mois écoulés et préparer un petit peu ce qu'il se passera par la suite. Et aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir avec nous un invité qu'on a déjà accueilli plein de fois, mais souvent plus pour parler de création parce que on le reçoit souvent en tant qu'auteur. Mais là, on est vraiment avec le directeur de collection, l'éditeur, le boss final du game, du label 619. Laisse-moi faire mes superlatifs. Ron, bienvenue à toi. Salut. Alors, on va tout de suite instaurer un petit jeu, le 36-35 si vous voulez encore du run, ou stop et encore. C'est vrai que tu es un invité régulier de ce podcast et en même temps, quand je te demande, tu ne me refuses pas. Ce qui fait que... Mais moi, demande à tes auditeurs, à mon avis. Mais pour l'instant, les auditeurs, je crois qu'ils aiment bien. Écoute, et puis s'ils n'aiment pas, de toute façon, l'avantage, comme dans tous les podcasts, c'est que je vais pas chez les gens à la porte en leur disant venez écouter mon podcast. Si les gens ne veulent pas écouter, n'écoutent pas. Il s'avère que toutes les émissions que j'ai fait pour l'instant avec toi, elles sont suivies, elles sont écoutées, que les gens en général qui nous écoutent apprécient ça. Donc tant mieux. Voilà, le préambule. Ron est toujours aussi confiant. Toujours autant confiance en lui, ça fait plaisir. Mais tu vas bien quand même, j'espère. Ouais, en plus là on est dans mon bureau là. Ouais. Alors c'est pas le bureau de Dracula, hein, comme t'as pu le voir par rapport à la lumière et aux croix, mais c'est plutôt. C'est toujours très bien décoré en tout cas. C'est là où je travaille et on va se faire une petite conversation un peu chill. C'est quoi, c'est le bilan 2023, hein, c'est ça? Exactement, c'est faire un petit peu le bilan de l'année écoulée, parler un petit peu des projets qui sont sortis, du label, de son évolution cette année, de ce qui arrive un petit peu pour la suite, histoire juste, et puis voilà, après on peut parler de tout ce que tu veux techniquement, moi j'ai mon fil conducteur, mais c'est aussi des sujets qui te semblent importants. Okay. On peut en parler, l'idée de toute façon, ce qui est bien avec les Super Friends a toujours été pensé pour être vraiment ce genre de discussion vraiment à la cool, et forcément ça marche plus avec les gens avec qui tu as l'habitude de parler, et vu que effectivement je t'invite régulièrement, c'est aussi quelque part pour te mettre en confiance parce que voilà, je suis pas là pour te tirer les verres du nez, mais juste pour un petit peu qu'on va causer BD quoi. De toute façon on va pas ça marche, parce que si on parle d'autre chose ça risque d'être beaucoup plus déprimant. Encore que est-ce qu'on peut aussi pas être déprimé quand on parle du marché de la BD? Si vous suivez les autres Super Friends de cette fin d'année, je crois que vous avez eu quelques moods plus ou moins maussades. Moi j'estime quand même qu'il faut garder le sourire. Mais alors quel est ton ressenti un petit peu là sur cette année écoulée Run, qui était, je trouve, somme toute, une belle année, en tout cas en matière de propositions. Vous avez quand même pas chômé une fois de plus. Hein. Ouais, écoute, moi, mon ressenti par rapport à cette année vis-à-vis du label 619 dans sa globalité, elle est excellente, j'ai envie de dire. Il y a Frontier quand même qui je crois qu'on est arrivé à 40 000 exemplaires. Donc c'est quand même très 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 bien. Moi je me souviens d'avoir dit à Blacky, n'oublie pas que ton dessin est un peu segmentant. Donc je sais pas si on va pouvoir franchir des frontières justement. Et il se trouve que visiblement sur ce coup-là, en tout cas je m'étais trompé. Donc ça on en est très content. OKA bien sûr. Encore lui, ouais. OKA qui continue de grimper. D'ailleurs je pense à ça, mais Frontier qui a gagné 2 prix là déjà. Ouais. Un prix à Saint-Malo et le prix Landerneau. Donc ça c'est très bon pour nous dans l'ensemble du label. Et puis voilà, donc ça c'est quand même très positif. Après si tu veux parler du marché au global, effectivement, je suis un peu plus mitigé, c'est-à-dire que je trouve que même au sein du label, je veux pas dire qu'on sent une scission, mais en tout cas il y a quand même, on se rend quand même compte qu'il y a d'un côté les one-shot grand format qui ont tendance à bien fonctionner, et de l'autre, il y a les séries ou les projets un peu plus, on va dire moins roman graphique, même si on est d'accord tous les deux sur cette appellation qui nous agace et dont on trouve qui veut pas dire grand chose, mais en tout cas quand on l'utilise, c'est dans l'acceptation, on va dire, de la définition. De la BD en récit complet, en fait. Je pense que généralement, ça s'adresse à ça, tu vois. C'est pas que ça, c'est aussi oui. Avec un propos qui est quand même clair,
une réflexion sur le monde, etc., etc. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Il y a ce côté un peu autorisant aussi du roman graphique, même si moi je trouve que dans ce cas-là, on devrait appeler toutes nos BD romans graphiques ou tout simplement toutes nos BD des BD. Oui. Tu vois. Mais bon, il y a cette distinction. Alors on va dire que d'un côté, on se rend compte quand même que ces BD-là fonctionnent. Alors évidemment, ce n'est pas lié qu'au format ou qu'à l'appellation roman graphique, c'est aussi lié à leur qualité intrinsèque. Et d'un autre côté, il y a aussi, il y a tout ce qui est, on va dire, série, qui est un peu plus pop culture, qui est un peu plus dans l'ADN du label 619 à ses débuts, qui, je veux pas dire qui peine un peu, mais qui continue à être lu. Il y a toujours des gens qui achètent, etc. On a une fanbase qui est quand même présente, mais on sent quand même qu'il y a un écart qui se creuse entre les ventes des uns et les ventes des autres. Ça, c'est très, très, très clair. Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être lié au fait que ce lectorat donc qui est plus sur les publications pop telles que donc MFK ou Low Reader ou même Slumkiss, je dirais, moi je la rapprocherais plus d'ailleurs de cette tonalité-là, en fait reste cantonné peut-être à une sorte de niche de lecteurs purs et passionnés de BD et tout ça et de comics aussi pour certains, mais de lecteurs assez passionnés, tandis que le grand format et peut-être la qualité roman graphique pour ce qu'elle veut dire en fait permet aussi de passer un plafond de verre et que la BD en fait se retrouve chez des lecteurs plus occasionnels en fait qui lisent pas beaucoup forcément de BD mais qui par contre tu vois s'emparent plutôt des choses qui sont plus mises en avant à partir d'un moment où effectivement ça franchit un certain seuil de reconnaissance. C'est ça, déjà on sort de la niche, ensuite effectivement il y a les prix qui rentrent en compte. Ça aussi il y a l'aspect bel objet. C'est con, mais par exemple, j'étais à Cultura avant-hier. J'ai galéré comme pas possible pour trouver Cloud et MFK2. Par contre, Frontière, Carbone et Silicium et OKA étaient mis en avant pour cadeau de Noël, tu vois. Donc ça, évidemment, ça aussi, ça rentre en ligne de compte, tu vois. Donc cet aspect bel objet, cet aspect aussi... on t'offre le truc, t'as l'intégrale direct, tu vois, t'as pas besoin d'attendre 1 ou 2 ans la suite, donc c'est un cadeau idéal. Et pour le reste, je pense aussi que, par exemple, pour un MFK2, un Cloud ou un Low Reader, le simple fait d'être rangé dans la catégorie comics, nous, tu vois, vous dessert. Ouais, nous met en tout cas dans la niche comics, tu vois. Les chiffres du comics en France actuels, c'est quand même pas phénoménal. C'est pas rigolo. Et nous, on est associés quand même, en tout cas, les BD qui sont dans le groupe 2, on va dire, elles sont quand même très associées aux comics. Et je te dis, donc dans ce même Cultura où il y avait les BD mises en avant de Guillaume et de Mathieu et de Neyef, j'ai cherché MFK2, c'est-à-dire je ne le trouvais pas. C'est-à-dire que tu avais le rayon BD avec toutes les BD. Donc il y avait les BD franco-belges, les romans graphiques, les BD inspirés de romans réels, etc. Et le rayon semblait se terminer avant de passer dans la partie manga, tu vois. Et dans la partie manga, je me suis dit, bon, on n'est pas en manga, donc je continue à chercher en BD, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je trouve même pas les comics, tu vois. Et en fait, les comics, il fallait aller les chercher dans la partie manga de la librairie. Et dans la partie manga de la librairie, il y avait un petit stand qui faisait face à nous, sur lequel était écrit humour, avec toutes les BD de Macron, machin et tout. Et derrière ce stand, c'était la partie comics. Et je te jure, c'est réduit à peau de chagrin. J'associerais presque ça au rayon Xbox dans les Micromania. Tu vois, il y a plus grand chose. Donc ça veut dire qu'il faut aller dans la partie manga, contourner le truc humour pour tomber sur le rayon entre guillemets comics, et dans lequel effectivement là il y avait Cloud, il y avait Low Reader 3 et il y avait MFK2. Mais je te jure, c'est juste, c'est quasi introuvable. Donc en ça, c'est un peu particulier. Moi, je me dis toujours, c'est quand même malheureux qu'on nous considère comme du comics, comme de l'importation, ni plus ni moins.
Tu vois, alors que je sais pas si c'est forcément une question d'importation, mais en tout cas ce que tu dis c'est de toute façon c'est hyper intéressant parce que ça reste c'est quand même un témoignage de plus sur quelque chose qui est de plus en plus discuté et constaté par beaucoup. C'est effectivement, en tout cas notamment dans le cas d'une GSS comme Cultura, d'avoir l'espace comics qui se réduit, puisque clairement si des libraires sont pas investis pour défendre ce rayon-là, en fait bah t'as une sorte de logique plus juste marchande de rentabilité au mètre linéaire. Et en fait bah c'est ça, c'est tu vas mettre en fait dans tes rayons, vu que tu as un espace réduit, bah tu vas mettre que ce qui marche, et ce qui marche en moment effectivement c'est le manga particulièrement. Ouais. Et donc le comic c'est celui qui vend le et en même temps c'est un truc du coup qui s'auto-entretient parce que plus tu les vois pas, enfin si tu vois pas les albums, tu ne peux pas les acheter et donc ça va encore moins se vendre. Et donc, pour moi c'est un cercle vicieux, mais au-delà de ça, ce que je veux dire aussi c'est que c'est quand même de la création française. On est d'accord avec ça. Ok, c'est la création française. Pourquoi dans les librairies on ne met pas en avant les créations françaises basiquement dans une librairie française, tu vois, c'est con, hein. Là, c'est pas pour faire du chauvinisme ou du truc comme ça. C'est une vraie question que je me pose. Pourquoi on va nous ranger dans le fin fond des rayons comics, sachant très bien que la majorité des gens qui vont dans le rayon comics, c'est pour aller chercher du Batman, du Spider-Man, du DC, du Marvel. Il y a très peu d'indés en plus dans ce rayon-là. Qu'est-ce qu'on fout là en fait, tu vois, qu'est-ce qu'on fout là? Donc c'est vraiment une grosse question que je me pose, et je t'avoue que c'est alors il y a des gens, ils ont la solution toute faite. Ah bah vous avez qu'à faire des grands formats d'auto-allées, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire dans l'absolu. C'est-à-dire que l'ADN c'était je me permets de te couper, mais c'était deux questions pièges entre guillemets que je voulais te poser là-dessus. C'est d'une part sur la question du placement en comics, que moi je te l'ai déjà dit hors micro, mais que je trouve pas déconnante, en tout cas pour une partie de vos titres. Oui. Dans le sens que pour même Mutafukaz et maintenant MFK2, pour moi il y a un ADN quand même très très ricain, même par rapport de toute façon au cœur de l'action, à ce qui est évoqué. Ouais, mais regarde, il y a quand même beaucoup de codes japonais. Pour autant, tu vas pas dire que c'est du manga. Ouais, tout à fait. Mais parce qu'à l'époque aussi, quand Mutafukaz a débarqué, c'était aussi justement cette forme de BD, ça l'est toujours, c'est cette forme de BD hybride qui emprunte autant à la culture européenne qu'au manga qu'à la culture américaine, mais peut-être que la part dominante identifiée en tout cas pour Mutafukaz, ce serait américain, de la même façon que pour moi Doggy Bags et Low Rider, dont là par contre il y a une influence revendiquée sur les EC Comics et sur les anthologies d'horreur de l'époque. C'est logique de le voir là. Il y avait une forme d'héritage dans le fait que Ankama, Ankama faisait du comics aussi, vu que dans le label 619 vous faisiez des comics aussi au sens strict du terme, c'est-à-dire que vous faisiez donc des adaptations de trucs américains. On en a fait un peu, mais genre très peu. Une dizaine en tout, tu vois, sur l'ensemble de vos publications, mais il y en a quand même. Parce que je veux dire, c'est que t'avais ce classement qui faisait donc label 119, ils font aussi des trucs ricains, donc en fait tout ce qui vient du label 119, en fait on le met en comics, même si c'est de la création française. Non, mais pour autant on a commencé avec The Baser qui est un manga, et tout à fait. Mais oui, mais Freaks Quill qui s'inspirait quand même beaucoup du manga. Donc après j'ai pas la réponse, c'est juste pour essayer de voir, pour essayer d'expliquer pourquoi en fait il y a ce rangement de mais je comprends, sachant que il est propre à Sculptura. C'est vrai que moi parce que j'ai vu aussi ta grogne, hein, si on peut l'appeler comme ça, par rapport à ce rangement, je suis passé quand même dans pas mal d'autres librairies. Il y en a qui te mettent en comics, d'autres qui le mettent pas du tout, qui le rangent au rayon BD, ça dépend, et même parfois dans des gros espaces comme des Gibert. Et d'ailleurs dans le dernier Gibert que j'ai visité, en fait, il y avait carrément une PLV avec un ensemble label 619, et du coup, t'avais d'ailleurs tout, c'était, je crois que vous avez une OP avec peut-être des porte-clés ou quelque chose comme ça en magasin, mais en fait, t'avais MFK2, Mutafukaz, Lobaloka, Putamadre, tout l'univers, en fait. Mais c'est à ce point non identifié. Moi, c'est une vraie question que je me pose, parce que moi, quand j'ai lancé le label 619 en 2008, et quand tout le monde nous a rejoints, tous les auteurs, etc., notre but, c'était pas de faire du manga, c'était pas de faire du comics, c'était de faire de la BD. Donc l'idée, de la BD au sens général du terme. Oui. C'est comme ça que tu l'entends. Et encore une fois, on est français, c'est-à-dire que nous, on fait de la BD franco-belge. Ça ressemble peut-être pas de la BD franco-belge à papa, mais c'est de la BD franco-belge. Si on nous retire du champ franco-belge, ça veut dire que la BD franco-belge, elle est vouée à rester de la BD franco-belge à papa, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est pas clair dans la tête des gens qu'on fait de la BD franco-belge? Faisons évoluer la BD franco-belge, mais ne nous sortez pas du champ franco-belge en disant oui, mais ça ressemble pas à la BD franco-belge. Oui, après où je me tire moi-même ma propre balle dans le pied en disant est-ce que
c'est aussi payer le fait que qu'un média spécialisé comics parle de vos productions aussi, que nous avec First Print, même si on dit voilà podcast comics, on parle aussi de vos productions. Est-ce que du coup faut qu'on arrête de faire des podcasts et qu'on arrête de parler de vous, parce qu'au final en fait ça vous dessert? Bah non, parce que regarde, on est d'accord que Frontier c'est pas du comics. Pour autant, t'en parles aussi. Les gens vont pas se dire ah bah du coup c'est du comics donc je prends pas. Non, tu vois, là c'est pareil. Toi, quand tu parles de comics, bon, il se trouve aussi que on s'est rencontrés. C'était il y a un petit moment. Moi, quand j'ai lancé le label 619 en 2008, je comprends qu'on nous classait des comics parce que ça ressemblait plus à du comics qu'à du franco-belge. Aujourd'hui, putain, ça fait 15 ans, merde. J'ai envie de dire, c'est bon. Vous avez compris que on a fait évoluer le médium. Aujourd'hui, il y a plein de maisons d'édition qui reprennent un peu les mêmes formats, etc. Donc c'est bon, ça y est. Vous faites plus office d'exception, techniquement. Il y a plein d'autres BD. Bien moins qu'avant. Ouais. Mais c'est comme les gens. Enfin, j'en ai déjà parlé au même micro. Les gens, tu sais, quand tu parles de l'Afrique, tu vas parler de l'Afrique du Sud, ils vont dire ah mais l'Afrique du Sud c'est pas l'Afrique. Bah si, c'est l'Afrique aussi. Ne retirez pas l'Afrique du Sud de l'Afrique. Là, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire exactement la franco-belge? Qu'est-ce que ça veut dire exactement le roman graphique? Qu'est-ce que ça veut dire exactement le comics? Moi, je m'en tiens vraiment à la définition basique. Le comics, c'est de la BD américaine. Tu vois, on est français. Voilà, point à la ligne. Tu vois, et moi, j'ai toujours dit que je ne souhaitais pas me poser en rupture de la franco-belge, tout simplement parce que si on se pose en rupture de la franco-belge, c'est impossible de faire évoluer le médium comme on veut le faire. Donc, j'aimerais juste que les images changent, en fait, tu vois, qu'on se dise bah oui, la franco-belge maintenant c'est ça aussi. Oui, qu'elle a plusieurs façons de faire, d'exister, c'est ça, et d'être en place. C'est-à-dire qu'il y a rien de plus différent justement entre un album de Lucky Luke, un album de MFK2 et même à côté de je sais plus quel bouquin de Hugo Bienvenu qui est en tout petit format avec une couverture dorée, je sais pas si tu vois, enfin un bouquin vraiment qui est aussi hors norme en fait, et tu t'aperçois que n'importe quel type d'ouvrage fait par des Français en fait, la franco-belge en tant que telle ça n'existe plus. Ah non, sauf que dans le discours, peut-être que dans l'imaginaire collectif qu'on a, effectivement la franco-belge c'est la BD à, ce qu'on appelle aussi la BD à papa, quoi. C'est le 48 cc. Mais parce que les gens, ils sont enfermés dans des formats. Et je peux comprendre parce que le format manga, il est uniformisé au possible. C'est une industrie, il y a très peu de mangas qui sortent du format imposé manga. Moi, je dirais un peu plus maintenant. Mais la majorité, globalement. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Le comics, c'est pareil. Il y a vraiment qu'en Europe où on propose à ce point des formats différents, tu vois. J'ai l'impression. Bah surtout avec l'essor des éditeurs indépendants, je dirais. Tu vois, qui eux s'en battent vraiment les steaks en fait d'avoir des albums de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs et de toutes les couleurs, parce que j'ai quand même le sentiment, si tu regardes vraiment dans la production, en tout cas dans la production classique, on va dire, des éditeurs de franco-belge, où jusqu'à un certain moment, les bibliothèques aussi, elles étaient uniformisées dans le sens que c'était tous la même taille, la même épaisseur de dos. Oui, bien sûr. Et voilà, il y avait juste le titre qui se retrouvait, parce que c'est aussi une autre façon de faire. C'était l'époque des séries, c'était les séries qui étaient dominantes, alors qu'effectivement, comme tu le dis, ça fait 15 ans, et en 15 ans, il y a énormément de choses qui vont changer dans la production, dans l'industrie, dans la façon dont elle produit, mais aussi dans le lectorat, dans l'évolution du lectorat et de ses pratiques de lecture. Ouais. Et quelque part, ce que tu revendiquais ou ce que tu voulais pour le label en 2008, forcément, ça doit aussi évoluer. Enfin, ça peut pas être forcément la même chose que ce que tu demandes en 2023, tu vois. Non. Et j'avais l'autre question piège que tu commençais un petit peu à aborder, c'était est-ce que si au final peut-être que de façon très très froide et presque arithmétique, les gens juste voient des grands formats d'auto-allées et le prennent sans même savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est est-ce que la solution dans ce cas, c'est pas de faire toutes vos BD dans ce format-là? Est-ce que ça aurait du sens? Non. Pour toi, non, effectivement. Toi, en tant que directeur d'édition. C'est-à-dire que nous, le grand format, on le fait pas pour. Enfin, tu vois, si on a passé Frontier en grand format, c'est parce que il y a un aspect. Bon, déjà, ça fourmille de détails, etc. T'as envie quand même que les planches respirent. Mais en plus, t'as un aspect aussi, j'ai envie de dire, prestige, sans que ce soit un gros mot, tu vois. C'est-à-dire que il y a des récits qui s'y prêtent et il y a des récits qui s'y prêtent moins. Sur des titres comme MFK2, par exemple. Tu vois, Cloud, ça aurait très bien pu s'y prêter. Mais Florent, il est attaché
à cette idée de pop culture, tu vois. Lui, il veut pousser la pop culture franco-belge. Sortir du format petit format dans la tête des gens, c'est directement aller vers autre chose. Et là, en l'occurrence, et oui, effectivement, sur ce côté un petit peu prestige, autorisant, etc., etc. Et du coup, il sortirait du champ pop culture. Donc lui, il est attaché à ce format. Moi aussi, j'y suis attaché parce que, tout simplement, j'imagine pas un MFK2 dans un grand... Enfin, ça collerait pas, tu vois. Les formats veulent encore dire malheureusement quelque chose, même dans la franco-belge, tu vois. Mais pour toi aussi, tu vois. Mais parce oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est un débat qui est à la fois intéressant, mais qui est plein de contradictions, en fait, tu sais. Parce que moi effectivement, moi aussi, j'imagine mal. Moi aussi, je baigne dans cette dans cette codification, et j'imagine mal Moutafoukaz en grand format avec un dos toilé. Pour moi, non. Un grand toilé, grand format, c'est des BD, on va dire, un peu plus roman graphique avec tout ce que ça veut dire, hein, tu vois, avec tout ce qu'il y a derrière. Si jamais on commence à faire toutes nos BD grand format roman graphique, on n'en voit plus de signal derrière. Ça veut dire que tout est uniformisé comme ça, sans réflexion éditoriale derrière, et c'est pas particulièrement ce qu'on veut, tu vois. Donc c'est compliqué. Puis moi, je reste effectivement aussi attaché à cette idée de pop culture. Moi, j'ai pas envie qu'on laisse le champ de la pop culture aux anglo-saxons. Pour moi, il y a en France, on a beaucoup de choses à dire, et ça passe aussi, malheureusement, dans la tête des gens, par le format. Donc voilà, mais pour autant, on fait pas du comics. Là, tu refuses même du comics à la française. C'est quelque chose de la même façon qu'il y a des auteurs qui font du manga, mais qui sont français aussi maintenant, tu vois. Notamment, tu vois que chez Kana, ils se sont développés là-dessus. Oui, mais on pourrait te dire la même chose. C'est que et tu vois, d'ailleurs, je te pointe face à tes contradictions. Tu vas rien faire. Vas-y. Je suis Arnaud de Malherbe de retour. Non, mais par exemple, tu dis que tu fais pas. Là, tu dis ils font du manga parce que tu parles du format, parce qu'ils sont aussi dans ce petit format 200 pages noir et blanc et tout ça. Mais techniquement, Puta Madre, Loiba Loca, tu les as fait en single issues, tu les as fait dans le pur format comics. Et donc là, tu peux pas dire non plus, mais on fait pas du comics, alors que littéralement, ce que t'en as fait là, d'un point de vue format, t'es allé reprendre le format mensuel qu'on retrouve chez les Ricains. Alors. Oui, je suis d'accord. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Je suis d'accord pour ce truc-là de publication, on va dire floppy. Après, encore une fois, en termes de format, je me mange la tête avec justement Massive, parce que eux, le format, pour eux, ils le reconnaissent pas comme un format comics. Tu vois, bon, déjà le dos, le petit dos, on a quand même un petit dos. Le dos carré, ils aiment pas, ouais. C'est pas qu'ils aiment pas, c'est que pour eux c'est luxe. Oui, c'est vrai. Et en plus, nous, on est sur un 17-25. Et eux, c'est pas ça leur format, tu vois. Et il est trop haut. Donc eux, quand ils voient ça, pour eux, c'est pas du comics déjà. Il y a qu'en France qu'on identifie ça comme du comics. Par contre, je suis d'accord, c'est que le fait qu'on a fait une publication mensuelle, effectivement, on allait le chercher chez le comics. Mais pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte aussi que les gens ne voulaient plus attendre. On en a parlé tout à l'heure dans la bagnole. Les gens ne veulent plus l'attendre. C'est-à-dire que les séries ont du mal actuellement à prendre, contrairement aux one-shot, parce que les one-shot, tu sais que ton truc, il est là, il est en entier, tu le ranges dans ta bibliothèque, c'est fini. Les séries, t'achètes ton tome, tu sais que le tome suivant, il va arriver dans 1 ou 2 ans. Les gens ne veulent plus attendre. À l'heure de Netflix, etc., de l'instantané, ne veulent plus attendre. Donc on s'est dit, puisqu'ils ne veulent plus attendre, on va leur proposer, dans ce cas-là, un petit shot régulier, mensuel de la BD, comme ça, plutôt qu'attendre je sais pas combien de temps entre plusieurs tomes, on va juste leur fournir un one shot mais découpé, tu vois. Et en plus, ça permettait aussi de tenir les rayons, que les gens en entendent parler potentiellement. Une fois qu'on allait sortir le paperback, les gens en avaient déjà entendu parler et allaient le prendre. On s'adressait à 2 lectorats différents en fait. Mais ça n'a pas pris. Pourquoi ? Parce que les gens disaient bon moi j'attends l'hardcover. J'attends l'intégrale, ouais. Donc voilà, en fait, oui, il n'y a pas de bonne solution. Effectivement, la bonne solution, ça serait de se ranger des voitures, de faire du dos toilé, du récit sérieux avec un propos clair. Mais est-ce que c'est l'ADN du label ? On a des titres comme ça et c'est très bien et j'en suis
content parce que c'est ces titres-là qui nous amènent vers un nouveau lectorat. Néanmoins, en tout cas me concernant, je trouve que l'aspect purement divertissement, et quand je dis ça, c'est pas un gros mot, hein, il peut y avoir un propos, etc. Il peut y avoir, au contraire, je trouve même que ça peut toucher des gens qui ne seraient pas allés vers justement des BD plus intelligentes, et que ça peut les faire réfléchir sur des questions de société éventuellement, pourquoi pas. Mais moi, je suis attaché à ça. Je suis attaché, tout comme Florent, à l'aspect pop culture, en fait, tout simplement, s'adresser à plein de gens, et des gens qui veulent juste se divertir. Ils peuvent se faire cueillir peut-être par une proposition, par une réflexion, par un truc comme ça. Je trouve ça très intéressant. Peut-être qu'ils iraient pas forcément vers des BD qui ont tous les attraits d'une BD, on va dire, un peu plus élitiste, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, mais et le fait est que dans le label, en fait, il y a cet ensemble de propositions, en fait, plutôt que parler de scission de revue, parce qu'en fait, cette scission, t'as l'impression qu'elle se fait au niveau du lectorat, peut-être. Ce serait deux lectorats, en fait, qui se parlent pas forcément, donc t'auras forcément la niche qui est fan de toute façon de votre façon de faire éditorialement parlant, et qui va donc prendre les albums qui sortent quoi qu'il soit, mais de façon plus large, en fait, d'avoir en fait voilà, deux lectorats différents qui ne se parlent pas oui, forcément. C'est ça. Quand je parle de scission, c'est pas en interne, hein, évidemment. Je parle juste de la perception des gens. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, il y a toute la perception, on va dire, de la presse, etc. On va dire le côté un peu plus élitiste, tu vois, où on gagne des prix, etc. Qui voit le label 619 comme au travers de ces titres, on va dire, qui ont tout l'apparat de titres prestigieux. Et puis d'un autre, je veux pas dire qu'on est un peu boudé, mais ça les intéresse moins, j'ai l'impression. Bah, disons que Culture Box, ils vous ont invité pour Short Story, ils t'ont pas invité pour MFK. Alors ils m'ont invité pour Moutafoukaz, mais c'était en rapport à la sortie du film. Du film. Ok, quand même. Mais sinon, oui, il y a de ça. Enfin, est-ce qu'on t'a invité pour le Reader ou Doggy Box? Non, voilà. Jamais. Mais ça n'arrivera jamais. Mais c'est aussi parce que je pense qu'aussi on invite des auteurs de BD quand on sent qu'il y a un engouement autour d'une BD. Et en l'occurrence, les titres qui se vendent le mieux pour l'instant, il se trouve aussi que c'est les titres qui ont tous les apparats du prestige. Grand format, dos toilé, etc., etc. Tu te rappelles de quand ça avait été pris, cette décision de faire passer, je crois que ça avait commencé avec les Bablés, au final, ceux de Mathieu Bablé, de faire passer en dos toilé? Ouais, c'était moi qui avais pris cette décision pour creuser ta propre tombe. Shangri-La. Oui. Non, parce que je trouvais que ce n'était pas rendre service. Je te provoque. Non, mais tu vois, c'était pas rendre service à Mathieu de rester sur un format 19-27. C'est ça. Moi, en fait, je m'adapte au titre. Mais si on réfléchissait purement en termes de business, on se dirait, vas-y, on laisse tomber tous nos trucs, là, divertissement et tout. On va se resserrer sur des trucs beaucoup plus soit universitaires, soit sérieux, soit machin. Et on va faire du roman graphique grand format dos toilé. Et puis voilà, on va faire que ça. Tu vois, on pourrait très bien cyniquement se dire on fait ça. Oui, et d'ailleurs, moi, je me rends compte qu'il y a des fois des gens sur les réseaux sociaux. Une fois, il y a un mec, il me dit ah, dommage, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du concept avec Frontier. Il aurait fallu un dos toilé. Mais non, mec, t'as rien compris en fait. Tu vois, Frontier, pour le coup, on est à cheval entre les deux en fait. Tu vois, donc non. Oui, parce que ça leur empêche pas d'avoir aussi une part divertissement là-dedans, puisque enfin même en citant Shangri-La, du coup, par lequel tout a commencé, le péché originel de cette question des grands formats. Shangri-La, les minutes, c'est la plus violente et la plus brutale des BD de Mathieu, ou celle où le côté pop en fait transparaît le plus, tu veux, par rapport à un récit beaucoup plus posé que Carbone et Silicium ou Adrasté, tu vois. Mais aussi qui, parce eux, sont vachement calmes. Dans le dos toilé, il y a ce côté classique instantané. Tu vois ce que je veux dire? Ça envoie l'image d'un classique, tu vois. Ça renvoie à des images de Jules Verne, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou de vieux Tintin, ou de, tu vois, c'est un classique. Attention, il faut pas traiter Mathieu de vieux Tintin. Non, dans le bon sens du terme, je veux dire. C'est-à-dire, tu l'as dans ta bibliothèque, voilà, c'est un classique, voilà. Sur Frontier, par le simple fait que les personnages de Blackie, tu vois, sont comme ça, un peu rondouillards et tout, on est à mi-chemin entre le classique et la pop culture, tu vois. Donc, ça collait pas, je trouvais, en plus par rapport au côté spatial, à toutes les références de Blackie, tu vois, lui,
tu sens aussi sa culture jeux vidéo. Ouais, il y a Death Stranding de ouf. Tu vois, et pas que, tu vois, il y a même du Wipeout, il y a des trucs comme ça. Donc, honnêtement, ça collait pas trop. Il est presque dans un délire SF 80, des années 90, tu vois ce que je veux dire, mais réactualisé au goût du jour. Enfin, ça marchait pas. Donc non, la finalité du label 609, ce n'est pas de produire des titres grand format d'auto-allé. Non, tu vois, c'est voilà, il se trouve qu'il y a des titres qui s'y prêtent très bien. Au cas, j'imagine pas autrement. On n'avait pas le sorti en 1927. T'as des planches avec des décors à couper le souffle et tout. Tu vas pas les triquer dans un 1927, tu vois. MFK2, ça marche mieux parce qu'il y a de l'action, machin et tout. Ça serait presque du gâchis de papier de passer en 1927 d'une certaine, enfin, je sais pas comment expliquer, mais oui, mais tu le ressens, c'est pas quelque chose, est-ce que c'est quelque chose de, est-ce que ce qu'on appelle un gut instinct, tu vois, un truc que tu sens dans tes tripes, c'est ça, voilà, que tu dis, non, cette BD, je la vois très bien comme ça, plutôt que dans un autre format, et ça devient, ça se rationalise pas, en fait. Et c'est pas une hiérarchie, si tu veux. Oui. C'est comme dans une DVD tech, tu vois, t'as ton rayon horreur, t'as ton rayon, tu vois, j'en sais rien, fantastique, etc. Est-ce que l'un est supérieur à l'autre? Tu vois, non, c'est des classifications, j'ai envie de dire, basiques. C'est pas, il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste, t'as des très bons films d'horreur, comme t'as des très bons films fantastiques, comme t'as d'excellents thrillers, tu vois, et pourtant, pour autant, tu vas pas mettre une catégorie au-dessus d'une autre en disant, les thrillers, c'est mieux que les films d'horreur. Non, et tu vois, c'est un peu, c'est ça qui est parfois un peu difficile à comprendre. Mais c'est pour ça, quand tu parles d'instinct, oui, on en a peut-être même déjà trop parlé au micro. J'ai l'impression que c'est des choses de l'ordre qu'on peut pas forcément intellectualiser. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sauraient très bien le faire, mais moi, je fais beaucoup les choses à l'instinct. Donc, j'aurais du mal à te dire exactement un truc super cartésien, super rationnel. Tu sais, avec un cahier des charges. Voilà, il faut ça pour que ça soit dans telle catégorie et tout. Non, c'est vraiment quand tu ressens le projet, tu te dis, OK, c'est quoi, qu'est-ce qui est meilleur pour le projet? Quel format serait meilleur pour le projet? Et puis voilà, quand on redistribue. Tu vas parfois dans les librairies, donc pour regarder tes BD, mais est-ce que tu prends le temps parfois de discuter avec les libraires, justement, pour savoir comment ils bossent l'Orient? Ça me déprime. Ah, ça te déprime? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu, il y a des libraires. Après, t'es tombé sur les mauvais libraires qui s'intéressent pas à votre travail. Les libraires qui me connaissent, j'ai toujours des super discussions avec et tout, il y a aucun souci. Mais quand j'arrive en soum et que d'un coup je pose des questions et qu'ils savent pas à qui ils parlent, c'est souvent assez catastrophique. Et des fois même quand je dis qui je suis, des fois, je suis extrêmement surpris de la réaction des libraires. Une fois, il y a un mec qui me dit, ah putain, la label 609, c'est vraiment bien, hein, mais vous devriez signer plus de BD qui se vendent mieux. Pardon. Tu vois, ce genre de réflexion, je dis, mais c'est-à-dire, il dit, ouais, vous devriez faire plus de titres qui vendent. Ok, mais explique-nous. Non, parce que Tintin, ça ne se fait plus, du Astérix. C'est ça qui veut. Je sais pas ce qu'il voulait, mais explique-nous ton concept, parce que, enfin, tu vois, j'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Et des fois, quand t'as des réflexions comme ça, tu sors de la librairie et t'es déprimé, en fait. Après aussi, des fois, je discute avec des gens. La fois dernière, je demandais à la meuf, une libraire, pourquoi il y avait pas MFK2, il était où et tout. Elle me dit, en fait, on l'a pas recommandé. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas trop parti. Ok, donc c'est pas trop parti, donc vous le recommandez pas, donc il y a très peu de chances que ça parte. Alors du coup, enfin, tu vois, des fois c'est un peu compliqué. Puis en plus, moi, tu me connais, je suis pas un animal très sociable, donc c'est un peu difficile pour moi de discuter de manière immédiate avec des gens en disant, alors voilà, je fais ci, je fais ça, j'ai jamais trop aimé ça, tu vois, même rien que pour présenter les titres en séminaire commercial, pour moi, c'est juste la croix et la bannière. C'est toi qui le fais? Non, là, c'est Rue de Sèvres, heureusement, mais là, par exemple, ils m'ont demandé récemment à le faire pour Jaune, à Angoulême. Putain, je peux te dire, je me dis, ouais, mais si on veut le vendre, si on veut en tout cas bien en parler, je suis pas sûr d'être la meilleure personne, tu vois. Ouais. Donc, malgré le fait d'être quand même, avec tes collègues, vous êtes 4, donc co-éditeur du label, t'es quand même, le directeur.
Ouais, je sais pas si vous attribuez des titres. Non, comme ça, moi je suis président, mais c'est Président, vraiment à voilà. titre. El Presidente. J'ai envie de dire, c'est même pas à titre honorifique, c'est qu'à un moment donné, il faut désigner quelqu'un, et comme c'est moi qui suis un petit peu au cœur du truc. Oui, puis qui a quand même créé le bousin. Mais ce que je veux dire, c'est que en fonction des titres, justement, parce qu'on sait aussi que parfois c'est Guillaume qui chapeaute plus quelque chose, ou Mathieu, ou Flo, c'est est-ce que eux peuvent pas sinon faire les pitchs et faire les présentations si toi tu te sens pas forcément le meilleur si, pour. Eux, ils peuvent le faire sur leur titre, etc. Sur les D'accord, titres qui suivent, mais sur Jaune, là en l'occurrence. Donc ton prochain titre avec Rours, on en reparlera un petit peu après. Je suis en soum complet, donc je vais pas leur dire, les mecs, allez présenter Jaune, tu vois, ils vont pas savoir. Donc non, c'est à moi de le faire, mais je suis pas très commercial dans l'âme, quoi. J'ai juste envie de dire, lisez le bouquin et puis on en reparle, quoi. D'accord. Ouais. Ça s'est bien passé aussi l'année avec Rutsev, justement, par rapport à l'accompagnement. Vous avez fait quand même pas mal de salons aussi cette année. Ouais. T'as vu, j'essaie de faire le mémo de West, parce qu'on t'a eu à Angoulême. T'étais avec nous pour le coup sur un stand avec Bubble au Paris Fan Festival. On t'a revu à Quai des Bulles aussi. Ouais. Et toi qui adores en plus les salons, toi tu vis que pour ça, quoi. Toi, animal social que tu es. Ouais, me montrer et la fame, ouais. Ça, c'est vraiment ce que tu préfères. Bah oui, non, mais pour ça, Rue de Sèvres, ils sont très bons, et notamment là, ils ont voulu marquer le coup pour là les prochains festivals, à savoir Angoulême et moi j'ai envie de faire le Paris Fan Festival. Tu l'as retourné, hein. Ouais, j'avais fait une première fois que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais j'aimerais bien qu'on ait un stand de Label 619 pour le coup. Donc, mais Rue de Sèvres a voulu marquer le coup pour les 15 ans. On sera encore dans la 15e année au moment d'Angoulême, donc c'est très bien. Même si tu sais, c'est un peu compliqué parce que Ankama Édition a fêté ses 15 ans, alors que c'était pas tout à fait les 15 ans d'Ankama Édition, c'était plus. Après, là, c'est vous qui pénaillez dans vos chiffres en interne, quoi. Oui. Le grand public ne le sait pas forcément. Oui, mais du coup, ça donne quand même l'impression qu'Ankama Édition existait bien avant, tu vois, la version 19. D'accord, ouais. Alors que c'est pas tout à fait le cas. Bon, peu importe, c'est pas grave. Mais en tout cas, eux, Rue de Sèvres, ils ont voulu marquer le coup avec les 15 ans. Et donc, on aura un corner 619 à Angoulême. Et ça, je peux te dire, oui, ça change beaucoup. Parce que là où parfois, en Ankama, on avait un peu peur d'avoir notre tête qui dépasse, là, c'est plutôt le contraire. Ils nous poussent. Ils veulent qu'on soit visible. Ils veulent qu'on se montre, ils veulent qu'on se développe, ils veulent, tu vois. Ils veulent qu'on se montre. Ils vont vous mettre dans des cages, vous allez parader comme ça. Non, mais il y a un petit côté ça, tu vois. Ils veulent qu'on se montre, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on fasse du. Bah, il serait bien, oui, parce que si tu me permets, j'ai envie de dire que la présence sur les réseaux, c'est bien. Enfin, la présence numérique, c'est bien. Si les bouquins sont montrés en librairie, c'est bien aussi. Mais effectivement, le salon, le contact directement avec les gens, c'est aussi une autre façon de se faire connaître. Et il y a même des maisons d'édition. Moi, c'était vraiment, je fais un aparté, mais ce qui m'avait vraiment impressionné une fois de plus à Quai des Bulles, c'est de voir plein de maisons d'édition, en fait, dont t'entends jamais parler sur le net ou machin. Oui, c'est une présence, ouais. Mais en fait, ils sont que sur des salons, et c'est là qu'ils font leurs chiffres, qu'ils se font connaître, et qui après, ils ont leur machin. Et effectivement, ça, c'est sûr que c'est aussi un truc qui est super important pour vous. Ouais, bah, c'est la dynamique qu'a enclenché Rue de Sèvres, et à laquelle non seulement on n'est pas habitué, mais à laquelle, en plus, on n'est pas forcément, tu vois, moi c'est toujours pareil, hein, la présence, se montrer, etc. Même si je sais que c'est important, j'ai eu tellement des mauvaises expériences tu sais, à une époque où j'étais vraiment super pas bien et j'aurais préféré plus me cacher que me montrer ou être là en festival. Des fois, j'ai l'impression que ça pourrait être contre-productif quand t'es pas bien dans ta peau, bien dans ta tête, etc. J'ai juste envie que les gens lisent nos bouquins et se disent ouais, c'est cool, plutôt que nous voir en vrai et se dire ah putain, le mec il a l'air soit pas bien et il a une tronche de déterré, il est pas agréable, je sais pas quoi, tu vois. Après, c'est aussi des freins mentaux que je me mets. Oui. Mais c'est vrai qu'on a envie de. Je me dis toujours, pour se montrer, il faut qu'on soit en pleine forme parce que sinon c'est pas forcément la peine. Mais c'est pas vrai. En fait, parfois juste le fait d'être présent sur un salon, bah ça envoie aussi un signal. Tu vois, et comme tu dis, il y a des gens qui vont passer. Alors en plus, on n'est pas dans la bulle BD, etc. Là, pour le coup, on va être dans le passage manga. Je sais pas comment il s'appelle ce truc-là, où est-ce qu'il y a tous les goodies et tout ça, tout ce qui est. Manga City. Non. C'est ça, Manga City, ouais. Et donc le corner 619 sera à Manga City. Il sera pas dans la bulle manga, il sera
Je sais plus, c'est Passage 57 ou je sais pas combien, je sais plus. Écoute, Okay. je veux pas dire de conneries. Mais d'accord, ok. Bah, du coup, je suis surpris. Justement, en plus, même par rapport à ce que tu disais, on est de la BD franco-belge. Non, mais là, on sera pas dans le manga, justement. On sera à l'entrée. Il y a une rampe de skate, il y a tout un bordel comme ça et tout. Okay. Les gens vendent des goodies, etc. Donc, on est dans un autre endroit. On est dans un truc un peu plus, on va dire, urbain, entre guillemets, tu vois. Ouais. Bah, il y avait de ça aussi un petit peu. Oui, c'était ça, de l'ADN du label de base, c'était ça. C'est culture urbaine, ouais. Donc ça va être une expérience. On va voir comment ça marche. On va voir comment les gens réagissent par rapport à ça. Et puis ensuite, Paris Fan Fest, bah, c'est pareil. J'aimerais être là, présent. On va peut-être en profiter pour lancer un Kickstarter pour une figurine Mutafukaz. Tu vois, je suis en négociation, je suis en discussion actuellement et tout. Avec des gars qui s'appellent Turbo Kids qui sont en train actuellement de relancer la marque Goops, c'est les frisbees monstrueux là. Ouais. Donc on va voir ce qu'on peut faire, on va essayer des choses quoi. 2024, on va essayer des choses. On va essayer de J'aurais dire quelle année sans te passer la pommade, mais vous avez toujours quand même essayé de faire des trucs. Là, je rappelle juste, ne serait-ce que, après, c'est vrai que c'était peut-être un peu c'était très limité, mais ne serait-ce que pour la promotion de Frontier, de faire le viewer. Le viewer, tu vois, il y a des choses comme ça. Le fait que depuis plusieurs années maintenant, depuis 3-4 ans, vous fassiez quand même de la musique aussi, vraiment, vous pressiez des vinyles et tout ça pour sortir du cadre purement BD. Purement BD, ouais. On va le faire pour le prochain titre de Neyev, d'ailleurs, Les Enfants Perdus. Okay. Qui arrivera pas avant 2025, hein. Donc on en reparlera dans un an, ouais. C'est ça, mais en tout cas, nous, on a déjà le nez dedans, si tu veux. C'est-à-dire que pour sortir un vinyle avec des artistes qu'on va aller chercher à gauche, à droite. Donc là, c'est Armand Brard, qui était scénariste sur Bayou Bastardize, qui s'en occupe. Parce que lui, il a les deux pieds dedans. Donc là, en ce moment, il est en train de bosser là-dessus. Donc l'idée, c'est d'accompagner la BD avec le vinyle. Donc ça, c'est des trucs qui sont en cours actuellement. Mais quand je te dis on va essayer des trucs, c'est plus des trucs liés à la visibilité du label. On va avoir moins de titres que d'habitude en 2024. Ouais, donc 2024, de toute façon, vu on passe un petit peu sur cette partie-là, sur votre programme 2024, de façon générale, le sentiment que j'ai, c'est que 2024, c'est un peu une année d'équilibrage, si tu veux, pour le marché de la BD au général. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu ces années fastes, que moi j'aime bien dire les années stupides, post-Covid, où en fait tout s'est emballé parce qu'il y a eu toute une conjoncture qui ont fait qu'effectivement il y a des chiffres de vente qui sont partis à la hausse de façon pour moi vraiment stupide parce que c'était pas raisonnable en fait, et que il y a eu beaucoup, alors et je dis pas que vous avez que vous êtes parti en mode on va faire plein de productions en plus, hein, tout ça, mais que de façon générale si tu veux, tout le public qui est rentré à ce moment-là, en fait c'était un public qui n'avait pas vocation à être pérenne en fait, et qui était un peu un public de l'instant T en fait, provoqué justement par la réouverture, le fait qu'on puisse ressortir post-Covid, le fait que les librairies étaient essentielles pendant le deuxième confinement, le fait que en étant enfermé chez soi, les gens regardaient plein de séries, d'animés, tout ça, et que donc ça a accéléré le phénomène manga, et en plus le pass culture, tu vois, et en fait il y a un ensemble multifactoriel qui fait que t'as eu un gros appel d'air dans lequel se sont engouffrés plein de gens, mais on le voit aujourd'hui avec la baisse des ventes sur tout le marché, qui elle aussi est multifactorielle, parce qu'en plus t'as des guerres, t'as de l'inflation et tout ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que cet appel d'air se referme, et que maintenant il faut retrouver en fait une forme d'équilibre, ou d'équilibre de croissance en fait, qui soit pas on fait x4 en un an, tu vois, mais plus on va lentement, et donc que le marché va produire moins. Et c'est là où je voulais revenir avec toi, c'est que vous allez sortir moins de BD qu'en 2023 peut-être. Alors toutes tes analyses sont très bonnes, mais pour les autres éditeurs en fait. Ouais, c'est ça, pas pour vous. Ouais. C'est-à-dire que nous, moi, je t'avoue que les rythmes de parution, ils sont quand même pas mal liés à ma vie personnelle. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, là 2024, ça va être l'année des répercussions du coup du sort que j'ai eu l'année dernière par rapport à la santé de ma femme, etc. Donc, forcément, j'étais pas dans une démarche de signer des nouveaux auteurs et ce genre de trucs. Ce qui fait que c'est maintenant, si tu veux, on va dire ce trou, c'est maintenant qui va être visible, Ouais. En vérité, nous, à part ça, on n'est jamais trop,
on n'a pas une vue de terrain, on n'est pas les grands stratèges de se dire alors attention, là il y a eu machin, le post-Covid, vas-y on va attaquer tout maintenant et tout, pas du tout. On est plutôt on fait des trucs au feeling et à l'instinct, encore une fois. Et puis quand malheureusement quand il y a un coup du sort qui nous tombe dessus, et ben ça se voit en fait. Tu vois, tu remarqueras que toutes les années où il y a eu moins de titres qui sont sortis au 619, c'est toujours lié à c'est toujours lié à des événements personnels en fait. Donc voilà, je sais que Mathieu lui se concentre sur son titre Silent Genie qui doit sortir en 2025. Donc là il faut qu'il carbure et il peut pas se permettre de suivre, d'aller chercher des nouveaux auteurs pour les former, pour les suivre, etc. Il faut qu'il soit focus. Ouais. Voilà, Guillaume là en ce moment il bosse sur un projet avec Mathieu justement, scénariste. C'est un projet pour le coup de petite série, un mini-série où on va essayer de ce qui a été fait avec la franco-belge et entre guillemets le mix comics, tu vois, que tu as perçu dans Moutafkaz. On va sortir là des projets qui vont être un petit peu des hybrides entre la franco-belge et le manga. Tu vois, donc on va tenter ça, mais ça c'est pareil, c'est un travail vraiment vénère. Donc Guillaume il est là-dessus. Il peut pas se permettre non plus de passer du temps à encore une fois suivre des projets et à gérer des auteurs. Et Florent vient de relancer un nouveau cycle. Donc en gros, et lui, je sais plus si ça avait été dit ou pas par vous, Rutzer, sur combien de tomes ça doit durer. Cloud, est-ce qu'il veut le faire en 7 tomes comme alors lui, il marche toujours par 7. Ouais, donc ça, a priori, le Cloud, c'est possiblement un cycle. C'est presque une anomalie aussi, tu vois, de voir quelqu'un qui a un Mordicus. De toute façon, Florent, je te spoil ici, mais je vais aller à Lyon pour faire en fait le Moutafoukast, mais version Free Squill avec lui l'an prochain. Non, et justement profiter du fait qu'il y ait moins de titres aussi pour prendre le temps de faire ça. Mais voilà, de lui dire déjà que c'est presque une anomalie de vouloir continuer à faire des cycles de séries où là on est vraiment sur vraiment une forme de classicisme de la franco-belge, alors que techniquement, de ce qu'on se disait, presque beaucoup des indicateurs du marché te dit que c'est pas du tout la chose à faire aujourd'hui. Ouais, lui, c'est pareil. Hein, lui, il est très instinctif aussi. Et c'est comme ça qu'il souhaite s'exprimer. C'est pareil. Tu pourras pas nous mettre devant une feuille blanche en disant vas-y pour nous un one shot. Tu vois, en fait, on fait vraiment comme on sent par rapport à ce qu'on a besoin de raconter. Et puis un univers, c'est con, mais un lore, ça met du temps à se construire. Donc une fois que tu l'as construit et tout, que t'es bien dedans, c'est comme un bac à sable. Tu sais, t'as envie de l'exploiter, d'inventer des nouveaux trucs dans ton propre lore. C'est vachement intéressant. Repartir d'une feuille blanche, moi je pourrais très bien le faire si je voulais, mais j'ai pas particulièrement envie là. J'ai surtout envie d'attaquer mon tome 3 là pour tout dire. Mais tout ce que je dis, c'est pour dire que oui, effectivement, pendant un petit moment là, j'étais je veux pas dire j'étais le seul aux commandes, mais s'il y avait des nouveaux titres à sortir, c'était un peu à dire ma mission quoi, au sein du groupe. Donc là, il se trouve que avec Blacky, on a quand même on suit un titre qui s'appelle Gunther et Moreau de Viviane et Pablo. C'est toi et Guillaume qui le suivez celui-là? Alors on est 3 à suivre. Là, il y a Florent aussi, non? Il y a Florent qui rebosse les storyboards et il y a moi et Guillaume qui sommes en backup sur tout ce qui est discussion avec les auteurs, tu vois, gérer les auteurs, éventuellement à discuter pour amener l'histoire à là ou là, mais ils savent très bien faire. Je veux pas dire qu'ils sont déjà autonomes, mais c'est un plaisir de travailler avec eux. Donc on se partage beaucoup les tâches, mais moi c'est vrai que là j'ai pas signé de nouveaux projets en particulier. Et puis tu sais en plus que sur un low reader, rien que ça c'est déjà compliqué parce que un low reader c'est 3 auteurs, tu vois, rassure. Donc minimum, ouais. Minimum. Et là on en a pour l'instant, on a le 4 qui est quasi prêt et on a déjà 2 histoires pour le 5, tu vois. Donc ça c'est pareil, hein, c'est du travail qui est, on va dire, c'est du travail de fond, tu vois. C'est un peu comme le fond cosmologique, tu vois. C'est un bruit de fond où tu sais très bien que quoi que tu fasses, il y aura toujours ce taf-là à faire. Je veux dire, même si tu ne fais rien, absolument. Si je me dis, je prends une année sabbatique, il y aura quand même ce truc-là à faire. Ouais. Tu vois, parce que ça continue en fait. Très bien. Mais, en termes de titres, alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de 2024 dont tu es
assuré, on va dire, que ça sortira. Parce que là, tu as évoqué pas mal de projets qui sont en développement. Ouais. Ensuite, vraiment, qu'est-ce qu'on retrouve en librairie dans cette année plus calme? Bon, Blood Moon, ça, on en est sûr déjà. Alors, je t'avoue, j'ai pas révisé mes dates. C'est en février, normalement. Février. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans le dernier communiqué de presse. Ouais, là, en ce moment, de toute façon, en ce moment, il a l'impression, donc c'est ça. Il y a Blood Moon, il y a le Low Reader 4. Ouais. Ensuite, le jaune, c'est encore, on en discute encore un peu. C'est-à-dire que soit on le sort là, en 2024, on est tout à fait prêt pour le sortir, hein, même si on est en train encore de travailler dessus. Mais est-ce qu'on n'attendrait pas d'avoir le tome 2 quasi prêt pour sortir le tome 1? C'est vraiment des discussions. De la même façon, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus attendre. Ouais. Donc voilà, c'est compliqué de leur dire la suite dans un an, tu vois. Surtout qu'en plus, là, l'histoire, elle est quand même assez dense, assez ramassée. Donc, ça serait bien que les gens la découvrent. Allez, en maximum, les 3 tomes en un an, ça serait super. Il y a aussi le projet sur lequel Mathieu et Blacky sont en train de travailler. C'est pas pour 2024, c'est pour 2025, a priori. Ça sera en 3 tomes. Il y a aussi Slum Kids 2. Là, en ce moment, Petit Rapace. La fin du storyboard. Il a terminé le storyboard, je l'ai eu hier au téléphone, donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. C'est vraiment très très cool. J'ai lu Slum Kids 2, il est vraiment très bien. Tu vois, il garde son univers de Slum Kids 1, mais il l'amène encore ailleurs, tu vois. Il pousse le truc. C'est vraiment super. Il disait dans le podcast qu'on avait fait qu'il voulait justement aller chercher, même d'avoir plus de gouaille, on va dire, de matière à travailler aussi dans le propos, dans la densité aussi d'action. Ouais, mais c'est très bien parce qu'il y arrive. Le premier, c'était, tu vois, une bonne introduction. Bon, même s'il y avait le low reader. Aussi, ouais. Mais là, c'est bien. On sent qu'il maîtrise son sujet et il y va. Je sens qu'il va prendre plaisir à développer tout ça, quoi, tu vois. Et puis Cloud 2, ouais. tu vois, Cloud 2, Florence et... Parce que lui, c'est une bête, quoi. Il a bas les planches. Ouais, puis surtout que maintenant, avant, il avait un dessin, on appelle ça un dessin utile, c'est-à-dire que c'était la narration qui primait. Maintenant, il devient un peu plus illustratif dans ses planches. J'ai l'impression que Short Story, ça a peut-être été une mini révélation pour lui, d'avoir envie de faire des beaux dessins avec des belles ambiances dans ses planches au global, tu vois. T'entends Florence dire qu'avant tes albums ils étaient moches. Non, mais c'est de lui-même, hein, tu vois. On a fait une émission entre guillemets pour la sortie de Cloud sur Twitch, qu'on peut retrouver sur le site Label 119. Et lui-même, il le dit. Il dit qu'effectivement, il a eu un déclic là-dessus, sur ce côté un peu iconique de certaines cases auxquelles il pensait pas avant. Bon, avant, il faisait les choses de toute façon avec maestria, mais il avait une approche très pragmatique de la narration. Que là, on sent vraiment qu'il va mettre des espèces de... Tu sais, un peu comme dans les dessins animés japonais, les harmonies, tu vois, des images arrêtées, très spécifiques, très travaillées et tout. Bon, bah là, il en fait quand même beaucoup dans Cloud. Donc, non, c'est vraiment bien. Florent, on sent qu'il là, il est en train de... Il s'améliore de tome en tome, et Frix 1 était déjà très bon, donc t'imagines. Et en ce moment, il est en train de bosser une BD. Je lui file un coup de main sur son lore, justement. Il est en train d'écrire une BD pour Alandva. Alandva, c'est... vous pouvez aller voir sur Instagram. C'est un dessinateur... il est en Côte d'Ivoire, je crois. Et qui est très très bon. Alors lui, pour le coup, c'est génération manga 200%, mais ses couleurs sont vraiment super. Il a bossé déjà dans Bird of a Leather du Doggy Bags 17 avec Florent aussi, parce que pendant un moment il était en France et il était dans l'atelier de Florent, et ça va être très très chouette. J'ai vu le storyboard de Florent, il me l'a fait lire, j'ai pas encore tout lu d'ailleurs, mais son storyboard serait presque imprimable. C'est un truc de fou. Donc t'es motivé. Florent, c'est incroyable, ouais. Florent, il te fait un storyboard. Le storyboard, t'as presque l'impression que c'est l'ancrage limite d'une BD qui pourrait sortir. C'est un truc de fou. Donc, mais bon, voilà, il fait le storyboard et c'est Alandva qui va faire les dessins.
D'accord. Et vu qu'on a quand même parlé plusieurs fois, est-ce que tu peux juste nous dire en 2-3 lignes, c'est quoi Jaune? Parce que là, on en a parlé plusieurs fois tu l'as mentionné plusieurs Jaune, fois. C'est avec qui déjà? C'est avec Rours, Prince Rours, qui est qu'on a entendu quand on était à Saint-Malo dans l'émission. Dans le Lowrider, ouais. Voilà. Et oui, effectivement, qui a fait le Lowrider avec nous, le Lowrider 3, la partie jeux vidéo. Donc sur son compte Instagram, il avait posé les prémices d'un univers possible, mais il savait pas trop comment l'exploiter. Et il m'a demandé mon avis. J'ai dit écoute, moi si tu veux, je peux t'écrire un truc, tu vois. Et en fait, ce que ces dessins m'ont inspiré, j'ai commencé à écrire une histoire. Et là, en gros, on va revisiter le mythe du slasher, tu vois. Donc c'est un projet qui me tient à cœur, d'autant plus que lui, il est très très bon. Là, il a fait plus de la moitié des planches, c'est vraiment très chouette. Donc ça sera un format manga de luxe, tu vois. Les mangas grand format là. 15-21, tu vois. On en a déjà fait, hein, tu vois. Metamuta, c'est déjà ça. Commando culotte aussi, c'était un 15-21. Sigish aussi, le maître du jeu. Sigish, on peut plus trouver. Avec Florence du Prélator. Ouais. Mais justement, j'aimerais bien. On a discuté avec Florence de l'éventualité de le ressortir chez Rue de Sèvres ou au label 619 si elle préfère, hein, tu vois. Mais je pense que son titre pourrait avoir une meilleure exposition. De la même façon. Avec Rue de Sèvres qu'avec Ankama, en fait. Oui, et puis même. Ou même si ça restait Shankamet, le fait que maintenant, par rapport à la continuation et l'association de sa carrière, le fait que ça permet de remettre en avant des premières œuvres comme OK a permis sûrement à des gens de redécouvrir Bayou Bastardize. Oui, mais ils ont fait un arrêt de com sur Sigish, le maître du jeu Shankama. Donc les droits sont retournés chez Florence, quoi. Ah oui, alors c'est encore plus simple. Ah oui, c'est plus simple, mais après ça ne dépend que d'elle, oui, voilà. C'est ça. Donc, mais nous, en tout cas, on serait ravis de le republier au label 619, mais après, je me demande encore une fois si le label 619, ça serait bien pour elle. Est-ce que ça serait pas mieux que ça soit juste Rue de Sèvres, tu vois? C'est vraiment des questions qu'on se pose. Et en même temps, parce que c'est un truc sur lequel on peut vous attaquer facilement aussi, ça permettrait de revoir, en tout cas d'avoir une autrice parmi vous, puisque c'est souvent une question qu'on peut vous poser, mais voilà, il y a où sont les autrices? Alors il y en a quand même eu qui ont participé notamment au Midnight Tales ou au Midnight Order de Mathieu Bablet. On se rappelle justement en fait au début il y a Myriam Mal et Florence Dupré-Latour qui était chez vous, Elsa Bordier qui avait aussi écrit dans Doggy Bags, mais c'est vrai que bon voilà, dans la majorité pour l'instant c'est vrai que ça reste toujours, il y a toujours ce côté c'est très masculin. Nous on ne demande pas mieux d'avoir des autrices, hein. Mais après avoir des autrices c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Et aussi nous on réfléchit toujours en termes d'intérêt supérieur du projet. Si on republiait Sigish chez les maîtres du jeu, si on se rend compte que c'est plus compliqué de le publier au sein du label 619, si on sent que c'est restrictif par rapport à la portée de son titre, on préfère qu'elle le signe directement avec Rue de Sèvres. Au moins, tu vois ce que je veux dire? Après, si on sent que le fait qu'il y ait le label 619, ça soit bénéfique pour le projet, à ce moment-là, on le fait avec le label 619. Mais nous, de temps en temps, on nous parle à quand les autrices, mais quand vous voulez. Nous, on est ouvert, au contraire, on est ouvert à des autrices. Là, on va travailler notamment avec Pablo et Viviane Dulac sur Instagram. Elle est extrêmement talentueuse. Bon, voilà, c'est une autrice, mais on l'a pas choisie parce que c'est une autrice, tu vois. Il se trouve que le projet est arrivé, il était top. Elle dessine, lui scénarise. Banco, on démarre. Tu vois, nous, on cherche pas, on genre pas à nos auteurs, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si les auteurs nous présentent les projets, on n'est pas là en train de faire des quotas ou de regarder. Tu vois, donc nous, au contraire, si les autrices, s'il y a des autrices qui nous écoutent et qui pensent qu'on a un boys club ou je sais pas quoi, c'est complètement pas ça du tout, hein. Donc le label 619 c'est ouvert avec une autrice, hein, Rafshan. Donc non, c'est un des bases. Ouais, donc au contraire, on vous attend, hein. C'est ça. De toute façon, c'est ce que je crois une fois que tu avais déjà fait
cette forme de message dans un précédent. D'ailleurs, c'était peut-être il y a un an pour le même podcast bilan ou je sais pas. Mais de dire qu'en fait que vous demandiez en fait à voir les projets, en tout cas que vous étiez vraiment pas fermé, que mais jamais de la vie, t'imagines. ça. Non, mais t'imagines interdit aux femmes, non, c'est un délire. Non, mais aux femmes comme ça, je veux dire que vous étiez en appétence même de nouveaux auteurs. Oui, tout alors ça, c'est pour ça que le ça site. veut pas dire que tout le monde va être publié, mais en tout cas vous demandez à voir, quoi. Vous êtes client. C'est pour ça que. Friand. Alors je voulais parler de deux choses. Vas-y. Il y avait Valérie Mangin aussi qui avait fait un titre sur un Doggy Bags, tu vois. Oui. Mais moi, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de. Je pensais que ça ouvrirait un peu la porte, enfin la voie plutôt. Éventuellement, parce que comme les gens ne savent pas comment on travaille, c'est vrai qu'ils peuvent s'imaginer de loin qu'on est une espèce de club de bikers, on se réunit dans un garage, on tape au marteau pour choisir les projets et tout. Non, c'est pas du tout ça. Donc si les gens ont cette image de nous, c'est pas la bonne. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on est complètement ouvert et au contraire, on demande des projets avec des autrices, tu vois. Voilà. Et troisièmement, on a ouvert le site Label 619, justement pour permettre aux gens, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que où les gens envoyaient leurs projets, tu vois, c'était compliqué. C'est-à-dire que le site Label 619 de l'époque d'Ankama, il y avait quelque chose, mais qui était pas mis à jour, etc. Parce que il y avait pas les équipes dédiées et c'était un peu compliqué et tout. Donc nous, on a récupéré le nom de domaine. Et puis là, pour le coup, je me suis mis au charbon avec Yuck et Tony et on a fait un site Label 619 qui sert de portail entre guillemets, qui regroupe un petit peu toute l'actualité, tout notre catalogue, parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi pour les gens de s'y retrouver entre ce qui a été paru chez Ankama et ce qui paraît aujourd'hui chez Rue de Sèvres. Il y a des gens, des fois, ils comprennent pas tout, ils se disent... Puis même si vous étiez resté chez un seul éditeur, c'est quand même, on l'a dit avant, 15 ans de publication. En 15 ans, il en sort des trucs. C'est ça. Et moi, ça me tenait à cœur aussi de montrer les titres qui sont aujourd'hui en arrêt de com. Tu vois, de montrer tout ce qu'on a fait un petit peu depuis 15 ans, tu vois. Ça serait con d'invisibiliser ça, etc. C'est pour ça que dans le catalogue, tu verras à certains endroits, c'est marqué indisponible. En fait, j'ai remarqué que tous les titres, en plus, qui m'intéressent à rattraper pour certains, c'est ceux qui sont marqués indisponibles. En gros, de toute façon, toutes les licences américaines, enfin tous les titres américains que vous avez publiés en dehors des Tank Girl, mais vraiment, il y a ce truc avec des monstres géants là qui est Enormous. Ouais. Putain, celui-là, j'ai tellement envie de le lire. Du coup, mais en plus, il est très cool. Mais je vais te le voler, je l'ai vu dans ta bibliothèque avant s'il disparaît, tu sauras qui c'est. Mais si tu veux, Enormous et tous ces titres-là, comme c'est des licences américaines, c'est des achats de droits, c'est pas des créations, c'est sur un temps donné. Ouais. Donc c'est 5 ans, et puis une fois que les 5 ans sont passés, tu rends les droits. C'est ça. Ou alors tu gardes les droits, mais pour garder les droits, c'est que tu vends bien. Parce que des droits, c'est pas donné, tu vois, il faut payer, quoi. Non, mais parce que c'est frustrant, parce qu'en plus, dans ces titres, j'avais déjà noté parlé dans ce podcast du Butcher Baker de Michael Dalston, mais il y a aussi, vous avez édité plusieurs artistes comme ça, qui ont encore une activité aujourd'hui, qu'on aime beaucoup Raphaël sur Grandpas, voilà, Raphaël Grandpas, bordel de merde. Il y a du Raphaël Grandpas au label, quoi. Ouais, bien sûr. Trop... Ouais, il y a du Son of Anarchy, il y a du Rockin' Jelly Bean, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, bon. Mais moi, c'est bien de garder, là, le but, c'était aussi juste de garder une trace, quoi. Pour montrer aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté, qui sont pas au courant. Et moi, je trouve c'est important aussi de montrer que, en 15 ans, c'est pas juste tourner les pouces, tu vois. Des gens qui nous découvrent aujourd'hui, ils vont croire que ça se limite à carbone et silicium et OK, tu vois. Non, il y a 15 ans de travail derrière, tu vois, Hey, tu vois, par exemple, toute la revue Hey, c'est pas rien, tu vois. Une vingtaine de numéros, hein, ouais, plus. Une vingtaine de numéros. Donc voilà, il y a. Mais ça, c'est pardon, je te recoupe. Tu me dis, à un moment, tu me dis, j'en ai marre que tu me coupes. Non, mais moi, tant mieux. Coupe-moi. Je veux dire, mais parce que du coup, notamment par exemple sur Hey ou c'est sur les artbooks, il y avait quand même de la communication. Tu te rappelles, il y avait quand même de la mise en avant, de la communication. C'était Anne et Julien qui s'en occupaient. Chez Ankama, il y avait quasiment pas de communication, de toute façon, quel que soit le titre. Donc ça passait beaucoup par les réseaux sociaux. Parce que je suis sûr que toutes les publications hors BD, effectivement, il doit y avoir beaucoup de monde qui n'est même pas au courant. Et je veux dire, même moi, je l'ai découvert sur le tard aussi. Hein. Ou alors c'est l'inverse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient Hey, mais qui savaient pas que c'était le label 119. À l'inverse, oui, ça marche aussi. Tu vois. Donc il y a eu des expos à la Halle Saint-Pierre, il y a eu des expos, tu vois, partout. C'était Anne et Julien qui chapeautaient le projet. Là, pour le coup, c'était pas moi. J'avais complètement délégué toute cette partie-là parce que j'étais pas suffisamment compétent pour m'occuper de ça. Donc c'était Anne et Julien qui s'occupaient de ce projet.
100%, mais c'était nous qui le publiions. Tu vois, et c'était financé par Ankama, évidemment, vu qu'on est la maison mère, c'était Ankama. Mais donc, ouais, les artbooks qu'on a fait, plein de choses comme ça. Et donc, sur ce site, il y a ce catalogue. Il y a aussi les podcasts. Tous les podcasts, dont celui-là, sont disponibles depuis la page podcast du site Label 619. Il y a notre démarche musicale aussi. On a fait des petits articles à chaque fois pour expliquer qui, quoi, comment, parce que c'est pareil, les gens, ils vont acheter un vinyle et puis ils écoutent et puis c'est tout, ils passent à autre chose. Mais on veut montrer aussi les gens qui travaillent derrière. Tu vois, c'est aussi important et on n'a pas forcément l'occasion d'en parler. Et puis on va pas sortir des tracts, tu vois, qu'on va glisser dans les vinyles, tu vois. En plus, est-ce que ça intéresse les gens? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une trace, c'est-à-dire que demain, n'importe qui, un journaliste, un lecteur lambda ou peu importe qui veut savoir qui on est, ce qu'on fait, il peut le savoir. Il y a un historique aussi du label, tu vois, comment ça a commencé. Ça a commencé, tu vois, ça a été lancé pendant une Japan Expo avec un match de catch, tu vois, c'est con, mais c'est pas trop dur d'écrire du coup ces textes en parlant de toi, la troisième personne. Il faut le faire en fait. Ouais. En fait, il faut, à un moment donné. Alors, encore une fois, ce qui est compliqué, c'est que le label 619, c'est une myriade d'auteurs, c'est une constellation d'auteurs talentueux, etc. Mais à un moment donné, il faut une personne qui chapeaute tout. Tu vois, donc là, en l'occurrence, le site, je vais pas dire à un mec, je connais ni Dave ni d'Adam, vas-y, écris-nous l'historique du label. Tu vois, et qui est au courant? Tu vois, même chez Ankama, ils sont pas au courant de tout ce qu'on a fait. Donc ça peut passer que par moi finalement. Donc il y a ça, il y a aussi une petite partie blog où il y aura des billets de blog où on évoquera les news, par exemple le prix Landerneau gagné par Guillaume Saint-Gelin, mais aussi parfois des petits flashbacks sur des projets où on considère qu'il y a des choses à dire là-dessus, ou ne serait-ce que sortir un petit peu les archives, tu vois, des choses que les gens n'ont jamais vues. Par exemple, le projet ICWR, même si on en a parlé au micro de First Print la fois dernière, c'est toujours bien d'avoir un visuel et de voir que oui, ça a une réalité, oui, il y a eu des costumes, oui, il y a eu des incarnations, oui, il y a eu un trailer, un pilote, etc., etc. Donc voilà, en gros, c'est et puis la page contact, voilà. Donc tout ça pour dire que... Oui, parce que c'est vrai qu'à la base, on parlait du recrutement d'auteurs et d'autrices. Une page contact, c'est-à-dire que comment les gens nous contactaient avant? Ils m'envoyaient des messages sur Instagram, la plupart du temps, je les voyais pas passer parce que c'est des demandes d'amis, des trucs machin, c'est bon, bref. Puis Puis vu que t'es un boomer, forcément, c'est compliqué, quoi. Bah ouais, puis chaque réseau a sa logique. Donc c'est compliqué entre la logique d'Instagram, c'est pas la même que Twitter, etc., etc. Twitter, ils peuvent pas m'envoyer des MP si je les suis pas. Ah oui, maintenant vu que les trucs ont changé en plus. Tu vois, c'est un bordel. Donc je me suis dit, les mecs, il y a un moment, il faut les gens ils puissent se poser quelque part et nous envoyer des dossiers. Donc c'est d'abord né de ça. Hein. Ça aurait juste pu être une boîte mail, label619.com. Mais il se trouve que j'ai pensé que ça pouvait être beaucoup plus intéressant de faire un truc plus complet. Et je pense même le faire sur Moutafoukaz à terme. Mais en tout cas, voilà. Et donc, le label619.com, avec un lien aussi vers la Motherbase. Les gens qui sont pas au courant qu'on fait des goodies, au moins, ils peuvent aller. Alors, c'est peut-être un peu nébuleux pour les gens qui nous connaissent vraiment pas du tout. Mais en tout cas, il y a tout. Oui, parce que ça redirige, par contre, sur le site la Motherbase. En termes d'URL, par contre, ça reste toujours le Shopify développé à côté, quoi. On n'a pas beaucoup de solutions. C'est-à-dire que, mais je parlais plus de la confusion parce que justement, ça te faisait sortir sur un autre site, tu vois. Par exemple, c'est-à-dire que on aimerait bien avoir un shop label 619 où on peut envoyer toutes nos BD, mais c'est pas possible. Il y a des BD qui sont gérés par Média, il y a des BD qui sont gérés par Flammarion avec Rue de Sèvres. Il y a tu vois, il y a nous les goodies, c'est dans mon arrière-cuisine. Donc tu vois, on n'a pas un stock. Savoir que la Motherbase en termes de réalité concrète matérielle, c'est derrière les poubelles de cuisine de Rennes, quoi. Ouais, c'est pas les poubelles, c'est derrière la machine à laver, mais voilà, pardon. T'as raison, je suis dénigrant. Mais oui, c'est mon arrière-cuisine, la Motherbase, concrètement, tu vois, où tout est rangé, tout est extrêmement optimisé pour caverne d'Ali Baba. Voilà. Mais c'est voilà, moi je gère. Donc des fois les gens ils me disent ouais, mais pourquoi on peut pas commander les BD sur Amazon? Parce que les BD elles sont pas chez moi, tu vois, c'est con, hein. Ouais, ou alors faudrait qu'après ça passe que ce soit transmis aux distributeurs concernés, mais bon. Ouais, mais alors l'autre il veut. C'est un casse-tête à gérer. L'autre il veut l'intégrale Moutafoukaz, il veut MFK2,
Et il veut un pins Mutafukaz. Putain, t'imagines le bordel. C'est dans 3 endroits différents. Ouais, non, oui, ça, j'imagine, ouais. Enfin, c'est juste impossible. Donc, malheureusement, on est dépendant aussi, de la complexité du truc. Si demain, Rue de Sèvres rachète le catalogue de fond de chez Ankama, bon, ça sera déjà peut-être un peu plus simple. Et puis en plus, Rue de Sèvres n'a pas de shop. C'est-à-dire que quand tu vas sur le catalogue, tu choisis un titre. Quand c'est un titre qui a été publié chez Ankama, t'arrives directement sur Ankama Shop. Mais quand c'est un titre qui a été publié chez Rue de Sèvres, t'arrives sur libraireindépendant.com, tu vois. Ouais, parce qu'ils n'ont pas de boutique Ils n'ont pas de boutique dédiée. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, le but de ce site, c'est que ça soit un portail dans lequel on a à peu près tout ce qu'on a fait et ce qu'on fera. Tu vois. Au moins, sinon c'était quoi? C'était éplucher nos réseaux sociaux. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, il fallait que ça existe et je suis content que ça existe. Ouais, c'était une étape importante. Ouais. Il y a quand même une question que je me posais justement en regardant à rebours l'ensemble de votre catalogue. Justement, l'acquisition de droits américains, c'est plus du tout quelque chose qui t'intéresse. Parce qu'en plus, je sais que t'avais mis sur tes réseaux, t'as fait même un petit reportage sur le fait que t'étais à New York Comic Con cette année. Ouais. Et donc, t'y allais vraiment juste en tant que spectateur, t'y allais pas aussi juste un peu pour regarder ce qui se faisait et peut-être voir si des licences pourraient t'intéresser quand même. Parce que t'as jamais de bouton on/off spectateur pro ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, même quand je vais en vacances, je suis toujours un peu en mode, tu vois, recherche de talent. Directeur de collection, tu vois. Donc j'y suis allé déjà pour être présent sur le stand de Massive, pour signer les Ashcan, Mutafukaz et tout. Parce que Massive, c'est ceux qui publient MFK Z, du coup, voilà. C'est ceux qui publient la BD, donc l'arc 1 de Mutafukaz, jusqu'à preuve du contraire, j'ai envie de dire, parce que pour l'instant, j'ai envie de dire que tu les vois pas beaucoup. Depuis la Comic Con, j'ai plus trop de nouvelles, donc j'ai l'impression qu'ils sont vraiment partis dans un truc. Alors ils sont pas nombreux, hein, donc ils ont peut-être du mal à gérer. Néanmoins. Ouais, mais ils publient aussi Sean Murphy, Whatnot, donc techniquement. Ouais, mais avec un Kickstarter, donc ça prend du temps du Kickstarter. J'ai l'impression qu'ils gèrent plus des Kickstarter en ce moment que gérer vraiment les achats de droits qu'ils ont effectués. Toujours est-il que normalement la suite c'est censé être en mars-avril aux États-Unis. Ok, à voir. Mais en tout cas, pourquoi on parle de ça? Pour savoir si tu étais intéressé aussi pour refaire de l'acquisition. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc quand je suis allé au New York Comic Con, c'était avant tout pour ça. Mémoire. C'était avant tout pour ça, pour relancer théoriquement la série Mutafukaz chez Massive. Et puis ensuite, j'étais avec Simon Hutt. Hein. Ouais. Donc en plus d'acheter des petites conneries et des machins comme ça, on regarde aussi ce qui se fait, tu vois. Et il se trouve qu'on était surpris de voir que sur le New York Comic Con, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet qu'on retrouve à la fois sur le site Label 619 dans la rubrique vidéo ou sur la chaîne YouTube que personne ne connaît. J'avais fait une petite vidéo où on voit clairement que le manga a complètement écrasé le marché. Après, quand tu dis le manga, pour moi, c'est vraiment parce que je sais que j'avais vu cette vidéo et vu tes propos où je m'étais dit putain, je suis pas d'accord avec ton analyse, mais le fait est que c'est plus que dire du manga, c'est que c'est des licences japonaises en fait et des licences d'animé, parce que c'est pas oui, non, mais on n'a pas trouvé de manga. Si c'est ça la question. Tu vois, je veux dire, c'est Crunchyroll et Namco qui font des trucs avec un Luffy géant, un Naruto géant et un Sangoku géant, tu vois. Tu n'iras pas trouver le dernier Taniguchi non plus. Non. Mais c'est un peu plus que ça. Bon, c'est un peu plus que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un abus de langage de ma part, et ça, j'en ai eu conscience aussi en montrant la vidéo. C'est-à-dire que moi, je viens d'une génération où quand on dit manga, ça englobe, ça englobe tout, la japanime, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai un abus de langage quand je dis c'est le manga. Le manga, dedans je mets je mets tout en fait, parce que nous à l'époque il n'y avait pas de, tu vois, quand on a découvert les animés, les mangas, machin et tout, on disait c'est du manga. Donc ça c'est un truc qu'il va falloir que je corrige, parce que sinon c'est vrai que ça rend le discours un peu confus. Mais oui, t'as raison, c'est pas le manga en tant que tel. Je veux dire, c'est plus le soft power japonais, la pop culture japonaise, à savoir, des gros Naruto, des gros Shangoku, enfin, c'était gigantesque, et c'était 70%
allez, de la surface de la New York Comic Con qui était prise par au-delà du manga, de la japonais. Parce que moi, quand je dis manga dans ma vidéo, je parle aussi de Godzilla et de Tamagotchi, quoi, si tu veux. Donc, tu vois, on est d'accord que c'est pas du manga. C'est Ouais, c'est ce que tu dis, le soft power japonais, ouais. Voilà, c'est ça. Vraiment. Et c'est ça qui est en train de... Aux États-Unis, je pensais pourtant qu'ils allaient être imperméables à ce phénomène. Et pas du tout. Eux, en plus, ils découvrent, ça fait 10 ans ou 15 ans, je sais pas combien. Mais là, ça arrive en force chez eux. Et la New York Comic Con, c'est ni plus ni moins qu'une Japan Expo bis, à la seule différence que t'as les bacs des vieux comics où t'as tous les boomers qui cherchent leur Punisher et leur machin. Pardon. Mais aussi, ce qui fait la différence aussi avec la Japan Expo, c'est les cosplays qui sont là pour le coup encore résolument américano-américains. Ouais, puis t'as quand même une différence fondamentale aussi avec la Japan Expo. C'est quand même l'énorme Artist Alley où t'as tous les artistes de l'industrie américaine. Et c'est là-dessus où moi j'étais pas d'accord quand vous disiez effectivement que les comics disparaissaient au profit du manga. Alors il y a effectivement, il y a pas les éditeurs, c'est ça. Ouais. Je veux dire qu'il y a une accentuation du soft power japonais. Ça se voit aussi. Apparemment, on a des gros problèmes à suivre ça dans les chiffres concrets du marché, mais il y a quand même effectivement un boom du manga sur le marché total aux États-Unis qui est aussi très 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 fort. Mais par rapport au fait que il y a effectivement pas de stand d'éditeur. Déjà, je suis quand même très surpris que vous n'ayez pas vu de stand DC et Marvel parce que ça me paraît... Pas de stand DC, pas de stand ça me paraît Marvel. impensable. Mais par contre, de mémoire, je sais que le stand DC, il est pas sur le hall principal. Mais généralement, il est au rez-de-chaussée sur un autre booth. Donc, c'est pour ça. Mais je mets pas du tout en doute ce que tu veux dire. Mais par contre, la logique de fonctionnement de New York Comic Con, c'est quand même, c'est à l'Artist Alley où là, littéralement, t'as 200 artistes qui, eux, bossent pour tous les éditeurs, en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément... Ils font des commissions. Ouais, bien sûr. Mais mais dans le sens que les comics, ils sont quand même très, très présents parce que parce que les artisans de l'industrie sont là. Alors qu'il n'y ait pas, effectivement, DC ou Marvel, je suis sûr qu'ils étaient là. Je pense que peut-être que vous n'êtes pas allé assez loin parce que je vois vraiment pas en quoi ils auraient pas pu être là. Mais ce que je veux dire, c'est que même Marvel, leur stand, sur place, en fait, il y avait un stand Marvel, mais de produits dérivés. Oui, voilà ça. T'as beaucoup de goodies et en fait, t'as quand même des endroits, des booths où pendant 2 heures à chaque jour, il y a un artiste qui part de l'Artist Alley pour venir dédicacer sur le stand Marvel. Où là, généralement, il signe que des trucs Marvel et il signe aussi souvent des single issues spécial Comic Con, tu vois. Mais en dehors de ça, effectivement, les gars, ils sont à l'Artist Alley. Ils font des commissions, ils vendent leurs propres bouquins sous licence souvent aussi, tu vois. Mais ils sont là pour faire leur propre business. Mais ce que je trouvais un petit peu dommage en fait dans votre dans l'analyse de votre vidéo, c'était vraiment cette impression de dire que genre que l'industrie américaine ne serait, enfin que les artistes américains, les auteurs seraient pas là, alors que quand même ils sont là. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai jamais dit les artistes américains ne sont pas là. Non, mais tu sais, quand même, il y avait pas d'éditeur de comics. Non, mais parce qu'il y a 7 ans. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Mais il y a 7 ans, tu te rappelles 7 ans, même en France, le paysage n'était pas pareil. Oui, mais ça veut dire quelque chose. Il y a 7 ans, à l'endroit où j'étais avec Simon quand je filme, c'était pas des Shangoku, les Naruto et tout qui étaient en train de s'envoyer des Kamehameha en statue gonflable. C'était Marvel, DC, Hasbro, Mattel. C'était des licences américaines à cet endroit-là. Maintenant, tout ça, ça a été relégué je ne sais où. Toi, tu me dis que c'était peut-être à gauche, à droite et tout. Je n'en suis clairement pas sûr. Il y avait un petit stand Marvel de goodies, ça c'est sûr. Pour le reste, c'était japonais. C'était. En tout cas, clairement, t'as ressenti une prépondérance. Ah mais j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, là on arrive à un tournant. Mais même, attends, je suis allé au magasin de comics à New York là. Midtown Comics. Laisse tomber, c'est pareil. Ça faudrait par contre que ça m'a manqué l'année dernière de pas y faire un tour. Et ben c'est pareil, les produits dérivés. Alors il reste du comics etc. Ok, mais les produits dérivés c'est allez à 60% du Jap. Voilà. Alors t'y vas pour aller chercher du G.I. Joe Classified ou je sais pas quoi. Laisse tomber, c'est un peu comme les rayons Xbox chez Micromania. Moi ça me bloque parce qu'ils me font chier Xbox avec ça. Mais à vouloir niquer le physique, moi je trouve que c'est bon bref, c'est un autre débat. Mais et ben voilà, c'est ça que ça te donne comme impression. C'est-à-dire que t'as l'impression que
c'est plus là. Les produits américains sont. Alors j'ai l'impression que c'est comme en France, c'est-à-dire que les produits américains, les trucs un petit peu G.I. Joe, Master of the Universe ou Spider-Man ou quoi, j'ai l'impression que c'est devenu, dans la tête des enfants en tout cas, les trucs de daron. Donc eux, s'ils veulent survivre... autant G.I. Joe et Master of the Universe, c'est des trucs de daron, mais Spider-Man, pourtant je sais pas qu'est-ce que c'est de ton expérience du côté de tes propres enfants, mais moi j'ai mon meilleur ami, son gamin il vient d'avoir 2 ans et quelques. Enfant, ouais. Et du coup il a... et lui il déteste les super-héros, c'est mon meilleur pote mais il déteste les super-héros, tu sais, je cherchais l'erreur, mais il me dit mec, mon fils là il a vu un pyjama Spider-Man à un moment qu'on faisait des courses, il l'a voulu tout de suite, il est trop fan et tout ça alors qu'il a rien lu machin, et c'est pour ça je me dis bah non, les Spider-Man et les Batman techniquement c'est très prisé des gosses, tu vois, alors que par contre effectivement G.I. Joe et Master of the Universe à ce côté plus daté, même si ils ont essayé Master of the Universe, ça c'est un peu, ils ont fait une série animation un peu jeunesse sur Netflix. G.I. Joe on verra, mais c'est vrai que ça revient en comics l'année prochaine aussi, ça va être assez rigolo quoi, avec Larry Hama qui revient sur la série originale qu'il avait quitté il y a je sais pas combien d'années. Donc là effectivement t'as le côté c'est le truc des yeux. Donc ça je l'entends d'un côté, mais j'ai quand même du mal à croire. Et je peux avoir tort, bien entendu, que Spider-Man et Batman soient maintenant passés du côté des trucs de vieux. Eh ben, il y en a pas. Alors, le truc, c'est de quoi parle-t-on? C'est toujours la même chose. Ouais. C'est-à-dire que, forcément, à Midtown Comics, ils vont vendre des statuettes, des machins comme ça. Ouais. Les statuettes, c'est pas destiné aux kids. Non. Donc, tu vois. Après, je sais pas, il faudrait que j'aille dans un Walmart. Peut-être dans un Walmart, il y a beaucoup plus de trucs de Spider-Man dans les rayons kids, etc. Mais là, dans le Midtown Comics, on sentait bien la différence, c'est-à-dire on sentait que la nouvelle génération, qu'il y avait une génération en train d'en chasser une autre. Tu vois, tout ce qui était statuette, tout ce qui était toy, machin et tout, tous les trucs que tu retrouves là dans mon machin, ça se réduisait comme peau de chagrin au profit des figurines et des statuettes issues de la Japanime. C'était assez criant, mais je me suis même dit, mais merde, même si là on peut plus trouver ces trucs-là, je vois pas. Où est-ce que je vais pouvoir trouver Pourquoi retourner à New York dans ce cas? Ah ouais. Non, mais en vrai, hein. De toute façon, maintenant, tu commandes tout sur Hasbro Pulse et machin. C'est carrément les vendeurs qui vendent en direct aux gens, hein, maintenant. Oui, puis tu dois avoir des revendeurs en France. Mais après, je me disais aussi, parce que je te posais la question un petit peu de voir s'il y avait pas, si ça ne t'intéressait pas de refaire un peu d'acquisition de droits sur des titres indés. Et en même temps, par rapport à ce que tu disais au tout début, si tu veux pas forcément qu'on identifie le label 619 en tant que comics par rapport à vos créations originales, effectivement, c'est peut-être pas la même. Ce serait oui, puis il y a des gens qui font mieux il y a des gens qui font mieux que nous. Il y a iComics qui le fait très bien. Il y a Urban qui le fait très bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille rentrer en compétition avec eux? Moi, je me souviens une fois, on est rentré en compétition entre guillemets sur un titre avec Olivier Jalabert. On a atteint des sommes phénoménales. Oui, avec Lena, oui. Tu vois, pour un achat de licence, on s'est retrouvé plus cher que si on avait fait une création. Ça n'a strictement aucun intérêt, aucun sens, en fait. Donc, j'ai envie de dire, on va pas rajouter de la compétition là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Nous, on fait de la créa. Voilà, on fait de la créa française. C'est tout. Si demain, il y a un truc qui sort pas du tout, et un peu indé, et qu'on connaît l'auteur qui nous contacte pour X raisons, on pourrait éventuellement se dire vas-y, on sort ce truc là, c'est très cool, mais on va pas se lancer là-dedans, non, tu vois. C'est pas, et en plus on a personne de dédié pour le faire, donc ouais. Et à l'inverse, par contre, tu le disais déjà avec Whatnot pour MFKZ, mais par contre, t'as aussi des je crois qu'il y avait eu un Kickstarter pour une version américaine de Frontier. Il y a des éditions américaines de certains de vos titres qui arrivent avec Magnetic Press. Ça, c'est vous qui gérez, ça se fait comment en fait? Non, bah c'est en fait Rue de Sèvres quand ils présentent. Alors, c'est un peu le problème, c'est que nous, sur notre fond de catalogue qui j'ai envie de dire, qui dort chez Ankama, c'est-à-dire que Ankama s'occupe très bien des titres du fond de catalogue pour le territoire français et francophone. Par contre, pour tout ce qui est à l'international, il se passe rien. Il se passe rien tout simplement parce qu'ils délèguent la tâche à Mediatoon, qui fait partie du groupe Média Participation, et eux, clairement, Média Participation, c'est Dargaud Dupuis Le Lombard. Je veux dire, ils ont beaucoup trop de titres à gérer, ce qui fait que quand ils se retrouvent à Francfort ou à New York, s'ils doivent vendre des titres, c'est des titres de la maison mère, des titres qui viennent de sortir. Ils en ont rien à foutre du fond de catalogue du label 119. Donc, les titres du label 119 chez Ankama, à l'international, ça dort. Donc ça, en ce moment, c'est un gros sujet.
Je suis en train un petit peu d'en discuter avec eux. J'essaie de voir ce qui serait possible. Éventuellement, pourquoi pas confier le côté international à Rue de Sèvres. Pourquoi pas? Ce serait pas déconnant, tu vois. Parce que quand même, pour vendre MFK2, ce serait bien qu'ils aient les droits de MFKZ, tu vois, basiquement. Maintenant, attends, c'était quoi la question? Sur les droits à l'international justement la gestion des droits. Et donc Rue de Sèvres fait le job pour le coup. Pour Magnétique, Voilà. Et Rue de Sèvres, ils ont des personnes dédiées en interne. Tu vois, là où Ankama passe par Mediatoon, qui encore une fois a trop de titres parce que en plus Ankama fait pas partie de la maison mère. Rue de Sèvres, ils ont 3 personnes en interne trois je crois, ouais, qui s'occupent d'aller faire les festivals et de vendre les nouveautés. Donc on a beaucoup plus de touches à l'international avec nos nouvelles BD qu'on en a jamais eu avec Mediatoon par exemple. Donc là, en l'occurrence, c'est Magnétique Press qui nous suit depuis un petit moment. D'ailleurs, je l'ai rencontré à New York Comic Con et il m'a dit qu'il était très content de mettre le label 619 sur ses BD aux États-Unis parce que pour lui, ça avait un sens, ça avait une signification particulière. Et ben voilà. Donc c'est tout. C'est Rue de Sèvres qui fait le job. Donc de la même manière que pour Short Story, on a des touches que ce soit en Pologne, aux États-Unis, des machins et tout. Il y a il se passe des choses parce qu'il y a quelqu'un qui fait le job en fait, tout simplement. Donc voilà. Et là, Magnétique, eux, ils ont un business plan qui est différent d'une autre, c'est-à-dire qu'eux, ils font des Kickstarter. Ouais. Tu vois, là où nous, on fait les BD à l'ancienne, tu vois, on fait un tirage, on parie un petit peu sur un nombre de lecteurs et puis on balance le truc. Eux, ils font une espèce de prévente finalement, au travers d'un Kickstarter. Et avec pour motiver les gens avec des paliers et des produits qu'on aurait adoré faire mais dont on n'a pas on n'a pas forcément ni les tuyaux ni les canaux ni tout ça quoi. Donc ça c'est super. Alors on est en discussion avec pour voir s'il n'y a pas moyen de partager les frais de prod pour pouvoir nous en récupérer en France pour les vendre sur la Motherbase, etc. La petite statuette là. Ouais. Pour Frontière. J'ai vu passer, c'était trop tard. Bah moi aussi, je me suis dit c'est tellement génial, tu vois. Évidemment qu'on aimerait bien faire ça, mais bon c'est toujours pareil, hein, tu vois. C'est combien de commandes, le prix à l'unité, les économies d'échelle. Tu vois, sortir 300 figurines comme ça, c'est compliqué parce que tout de suite ça revient très très cher à la fabrication. Tu vois, bon voilà, on va pas refaire le match. Mais en tout cas, oui, il y a des choses qui se passent et tant mieux. Tu vois, moi, je pense que de toute façon, le label 619 mériterait d'être connu à l'international. Il n'y a pas de raison. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui s'en occupe de l'autre côté. Voilà. D'accord. Et dernière question, en ouverture aussi, parce que notamment Guillaume, donc Blacky, a fait quelques petits travaux aussi de commande pour DC Comics, ça fait parfois des couvertures variantes. Toi, c'est pas toi, là, à titre personnel. Moi, les gens viennent pas me chercher, donc... la question se pose pas. J'allais dire, t'auras pas des envies aussi non, mais moi, de travailler sur des trucs qui t'appartiennent pas forcément. Ouais, mais moi, tu sais, avant de sortir Mutafuka, j'ai passé 2 ans à envoyer des CV et des lettres de motivation qui ont rien donné. C'est pas pour refaire ça aujourd'hui puis de me manger des murs. Je veux dire, Blacky, il court pas après ça. On lui propose, les gens, il le contactent directement. Moi, il se trouve que les gens me contactent pas, donc je considère qu'ils ont pas envie. Donc c'est tout, je veux pas aller tu vois, prendre des risques de prendre des vestes ou des portes dans la gueule. C'est tout, je me dis s'il y a des gens qui sont intéressés de bosser avec moi, ils me contactent. Et puis et c'est tout, mais je vais pas courir après ça, c'est sûr. On peut penser qu'avec la diffusion de MFKZ aux États-Unis, que ça permettra aussi juste que de te faire connaître en tant que tel. Si les gens... Ouais, mais les gens, ils font quoi? Ils vont contacter le producteur c'est en Ankama, donc ça va, tu vois, le truc va s'arrêter assez vite, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, on ne verra pas aux États-Unis. Alors, on créera en tout cas pour les États-Unis de sitôt, quoi. Ça risque. Non, je pense. Moi. Puis en même temps, t'as tellement à faire aussi ici que. C'est ça. Et puis en plus, je sais que Blacky, il avait fait quelques commandes, notamment à Catwoman, tu vois, avec DC. Bon, il a bien kiffé le concept et tout, le fait de faire ça. Mais bon, il y a un cahier des charges quand même. Ah oui, par contre, là, oui, ce serait la question. Ça, moi, je te verrais bien
Enfin, c'est pas que je te verrais bien bosser chez Marvel ou chez DC, mais je serais très curieux de voir la relation que t'aurais avec l'éditeur si tu devais bosser sur un truc chez eux. Je pense que ça serait compliqué. Je pense que si te donnes pas carte blanche, j'imagine que toi, tu les ferais trop chier. Ça serait compliqué parce que moi, des personnages que j'aimerais développer seraient un The Punisher. Ah oui, bah là-bas. Mais tu vois, Punisher, moi, j'en ferais quoi? J'en ferais ce qu'il est, c'est-à-dire j'en ferais maintenant une icône de la complosphère. Je le pousserais à fond là-dedans. Je ferais qu'il deviendrait, qui aurait complètement sombré dans le conspirationnisme, qui montrait avec lui une team de super-héros et de super-vilains, et ça serait une espèce de Civil War. Tu vois, ça serait, entre guillemets, lui à la tête d'un nouveau mouvement, on va dire, QAnon bis, tu vois. J'irais là-dedans, tu vois. J'essaierais pas d'en faire un personnage progressiste ou genre pas si méchant, tu vois. Je le pousserais dans son racisme, dans son côté réac, dans son côté vigilante, j'irais à fond. Robocop, pareil. J'aurais envie de développer Robocop, mais un Robocop à l'heure du ACAB et tout, c'est quoi aujourd'hui, un flic, tu vois, robot. Enfin, il y a plein de choses, il y aurait plein de choses à développer, mais moi, je pense que les mecs, ils me diraient non, attends, tu vas pas nous entacher 70 ans d'image de marque avec tes conneries, tu vois. Donc, ils préfèrent faire un petit Punisher policé et puis changer son logo et de laisser l'ancien logo qui était magnifique à tous les cons d'internet au lieu d'en faire quelque chose de bien, ou tout simplement ils auraient pu, j'en discutais avec les rubriques de Jay la fois dernière, ils auraient très bien pu faire que Punisher parte en guerre contre ces mecs-là justement qui dénaturent son logo. Mais techniquement il l'a déjà fait en fait. Ce rapport-là, il y a déjà eu des scènes en fait. De toute façon c'est un autre débat. Mais ça n'a pas pris visiblement. Bah, c'est juste que les cons de Faf, ils s'en branlent, en fait. Ils les lisent pas, en vrai, les comics. De toute façon, ils prennent la symbolique, ils gardent ce qu'ils ont envie de croire, de ce qu'ils gardent du personnage, et la façon dont il est réellement écrit, ce qu'il veut réellement dire, ils s'en battent les steaks, t'auras beau leur expliquer ou machin, ça marchera pas, quoi. Ouais, bon, donc, enfin, en tout cas, c'est pas pour moi, non. Très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, il y a quand même quelques trucs qui arrivent l'année prochaine, et on voit que t'as beaucoup de projets en gestation pour 2025 également. Bah, ça fait autant de prétextes et d'occasions de se retrouver pour en discuter, que ce soit avec toi ou avec les autres auteurs du label 619. Carrément. Nous, on continuera, en tout cas, tant que tu m'ouvres ta porte et que tes collègues aussi, ben, moi, je continuerai à accompagner ces futures sorties en podcast. Et je te remercie une fois de plus de m'avoir accordé ce temps pour cette émission. On espère du côté de l'auditoire, là, ceux qui nous écoutaient depuis 1h30, que ça vous a plu. Si c'est le cas, on vous rappelle, n'hésitez pas à le faire savoir. C'est très simple. Il suffit de partager les podcasts sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous à tous les amateurs de bande dessinée et de pop culture. N'hésitez pas à leur dire, vous savez, First Print, ça existe et on vous en saura gré. Nous avons également une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez apporter votre soutien. Et puisqu'on en est là aussi, je propose quand même un truc qu'on n'a même pas abordé, mais qui est quand même cool d'en parler. Puisque justement, vu qu'on fait beaucoup de podcasts ensemble, on a aussi fait une petite collaboration sur le site de la Mother Base. Il y a un petit set de pins exclusifs en série limitée, donc la Base 119 et First Print de l'autre. Ils sont tout jolis, tout mignons et ils sont pas chers du tout. Donc voilà, c'est les fêtes de Noël. N'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à d'autres, particulièrement à ceux qui nous écoutent pas. Je pense qu'ils seront absolument ravis. Mais voilà, ça existe et c'est super cool d'avoir pu faire ça. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier là dans le podcast. N'hésitez pas à faire un tour. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis à très bientôt pour les prochains podcasts. Ciao. Merci Arnaud. Merci à tous.